Merci de nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali. Il est 13h à Koulikoro. Le journal Barakissa Ouattara. Après 6 mois de formation militaire et civique, les 1539 jeunes de la 6e cohorte du service national des jeunes désormais prêts à servir le pays. Les nouveaux fonctionnaires de l'État et des collectivités ont été présentés hier au drapeau. La cérémonie de sortie était présidée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Bamako est depuis hier le carrefour de l'habitat et de l'innovation immobilière. La 8e édition du Sahaba, Salon de l'habitat de Bamako, sera marquée par des expositions, des conférences, débats et des rencontres B2B. C'est le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Un acte fort, symbole de solidarité entre pays frères. Un ressortissant de la Guinée vient de remettre 20 millions de francs CFA aux pupilles de la nation. Ce geste entre dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. C'est parti pour la première édition du festival Nyanankoulou Koro dans la capitale du Méguétan. Le thème retenu est la culture, facteur de la cohésion sociale et le vivre ensemble. Un sport en fin d'édition avec Isaac Chinou. Nous parlerons essentiellement de football avec le tournoi UFOA et les éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, la 6e cohorte du service national des jeunes s'est unie hier devant le drapeau incarnant les valeurs de patriotisme, de résilience et d'engagement républicain, composé de 1539 jeunes fonctionnaires de l'État et des collectivités, dont 521 femmes et 44 personnes vivant avec un handicap. Cette cohorte est le symbole d'une jeunesse plurielle formée durant 6 mois à la rigueur militaire, à la conscience civique et à la compétence professionnelle. Pour les chefs de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, qui a présidé la cérémonie, cette cohorte forte de 1539 recrues vient renforcer la réserve stratégique nationale. Retour sur la cérémonie depuis la place d'armes du 34e régiment du génie militaire avec Garibou Pérou. À la place d'armes du génie militaire arrive le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. À son arrivée, il est accueilli avec les respects dus à son rang par le Premier ministre et le président du Conseil national de transition. Au loin, les premières mesures de l'hymne national s'élèvent dans le ciel. Le président Goïta s'immobilise pour saluer les couleurs dans un geste de respect profond à l'égard des symboles de la République. Dans la continuité, il passe en revue les troupes. 1539 fonctionnaires de l'État et des collectivités, désormais unis par l'expérience commune du service militaire obligatoire. Le chef de l'État observe avec une attention minutieuse les tenues impeccables. Son parcours le mène jusqu'à la ligne d'honneur. Depuis la tribune officielle, le président Goïta assiste pour ainsi dire à un ballet militaire. La 6e cohorte, répartie en 2 formations, se rassemble en une seule entité. Cette fusion n'est pas un simple regroupement, elle incarne la devise nationale, un peuple, un but, une foi. Dans ce tableau presque chorégraphique s'élève un chant spécialement dédié à cette 6e promotion. Porté par des voix pleines de ferveur, il célèbre les valeurs sociales, morales et patriotiques. À l'issue du défilé, le président Goïta prend la parole pour saluer la bravoure et la discipline de cette jeunesse qui, en dépit de la diversité de ses origines professionnelles, partage un même idéal, servir la nation avec honneur et dignité. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. La présentation au drapeau national de ces jeunes recrues, après 6 mois de formation intense à la défense nationale, au civisme et surtout à la formation professionnelle, est tout un symbole. Et pour rappel, le programme de formation s'inscrit surtout dans notre volonté de disposer d'une jeunesse bien formée aux valeurs civiques, c'est-à-dire une jeunesse qui a le sens de la discipline, une jeunesse qui a le sens du patriotisme, une jeunesse qui a le sens de la responsabilité, du goût de l'effort, du don de soi et surtout de la loyauté envers son pays. Aussi, c'est de notre volonté de disposer d'une jeunesse aguerrie, efficace, pouvant être mobilisée pour les besoins de la défense nationale. Cette cohorte forte de 1539
recrues renforceront davantage la réserve stratégique mise à cet effet. Nous devons travailler afin que cette jeunesse soit le porte-flambeau du changement tant voulu par le peuple malien. Enseignants, chercheurs, médecins, agents des eaux et forêts, douaniers, contrôleurs, tous issus de parcours différents mais désormais unis par une mission commune, le développement du pays. Le président Goïta, fidèle à sa vision, a placé la jeunesse au centre de ses priorités, convaincu qu'elle constitue le socle sur lequel s'est bâtie la refondation nationale. J'en suis sûr et certain que ces jeunes fonctionnaires sont maintenant aptes à servir avec loyauté et dévouement pour le bien-être de nos populations, aussi surtout pour les besoins de la défense nationale. Je les fais confiance, je les exhorte à faire toujours preuve de leadership, preuve d'engagement et surtout preuve de discipline et surtout de ponctualité au service dont ils seront déployés. Et désormais, le peuple malien compte sur eux, raison pour laquelle chaque jour, il doit faire preuve de rigueur, preuve de détermination pour non seulement la défense de la patrie, et surtout pour le bien-être de nos populations. Gagner la confiance du président et plus encore celle du peuple exige une préparation à la fois morale et physique. Pendant 6 mois, la 6e génération des fonctionnaires a suivi une formation exigeante marquée par le courage, l'endurance et le sens du devoir. Aujourd'hui, forts de cette expérience, ils regagneront leurs services respectifs avec pour mission d'être des exemples vivants de rigueur, de loyauté et d'excellence. Le logement est le socle de la dignité humaine, le creuset de la stabilité sociale et le levier du développement économique. Cette déclaration a été faite hier par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. C'était à la cérémonie d'ouverture de la 8e édition du Salon de l'Habitat de Bamako Sahaba. Le chef du gouvernement a par ailleurs déclaré que le gouvernement mettra tout en œuvre pour faciliter l'acquisition des logements par les Maliens. L'ambassadeur de la Turquie et pays invité d'honneur de cette édition a promis l'expertise de son pays dans le domaine de l'habitat. Durant 3 jours, le salon sera marqué par des expositions, des conférences, débats et des rencontres B2B. Reportage Mamari Kone et Ali Touri. Le salon de l'habitat de Bamako, Sahaba, est désormais perçu comme une vitrine pour notre pays, un laboratoire d'idées, un catalyseur de partenariats et un incubateur de projets. Les activités de cette édition se tiennent autour du thème « La résilience face aux crises urbaines ». Souri Ibrahim Maïga, président de l'association des promoteurs immobiliers du Mali, APIM. Le Sahaba 2025 se veut être un cadre d'échange utile, mais aussi d'engagement concret. Nous voulons identifier des pistes réalistes, renforcer les liens entre les acteurs publics et privés, et surtout poser les jalons d'une nouvelle approche du logement plus inclusive, plus verte et plus humaine. Les participants à cette édition sont venus du Sénégal, du Niger, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, du Maroc, de la Mauritanie, du Mali et de la République de Turquie. Pays invité d'honneur. L'ambassadeur de ces pays au Mali a salué l'excellence des relations entre nos deux pays dans plusieurs domaines comme la sécurité. AFP, Ceylan. La capacité et l'expertise du secteur privé turc dans les domaines de la construction et de l'immobilier est mondialement reconnue. Je suis fier de dire qu'il n'y a aucun projet de BTP que les compagnies turques ne puissent réaliser. Pour le chef du gouvernement, ces rendez-vous désormais incontournables s'inscrivent dans une dynamique de réflexion, d'innovation et d'action face aux défis majeurs du moment. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le logement est le socle de la dignité humaine, le creuset de la stabilité sociale et le levier du développement économique. Pour sa part, le gouvernement de la République du Mali est fermement convaincu que le logement n'est pas un luxe, mais un droit fondamental et résolument engagé pour la promotion d'un habitat digne, accessible et adapté aux réalités de notre pays à travers le ministère en charge de l'habitat. Ainsi, pour réaffirmer cet engagement, il a adopté en 2014 la politique nationale de la ville afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens et de garantir un développement durable des centres urbains ainsi que les zones environnantes. Aussi, la Constitution du 22 juillet 2023, sous le leadership du président de la transition, a énoncé en son article 10, je cite, « L'éducation, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé, la protection sociale, l'alimentation et l'accès à l'eau constituent des droits reconnus. » Fin de citation. Selon le Premier ministre, le thème de cette édition est un appel et une alerte sur les vulnérabilités croissantes de nos territoires urbains. C'est pourquoi nous saluons la tenue de ce salon qui offre un espace de dialogue entre les acteurs publics et privés, les chercheurs, les promoteurs immobiliers, les institutions financières et les citoyens.
Un espace où se croisent les idées, les expériences et les solutions concrètes pour répondre aux besoins croissants en logement, améliorer la gouvernance foncière et renforcer la chaîne de production et de l'habitat. Au programme de cette 8e édition du Sahaba, des expositions, des conférences, débats et des rencontres B2B, le gouvernement malien attend des propositions de mécanismes de financement innovants, des guides de planification d'action pour la résilience urbaine avec un objectif commun, garantir à chaque Malien un toit sûr, salubre et durable. La visite des stands d'exposition par le Premier ministre a mis fin à cette cérémonie d'ouverture du Sahaba édition 2025. En vertu des liens historiques, culturels et fraternels qui unissent la Guinée et le Mali, un ressortissant guinéen dénommé El Hadj Souleymane Sako a apporté un soutien financier d'un montant de 20 millions de francs CFA destinés aux pupilles de la nation. Le dit fonds a été orienté directement à l'Office national des pupilles du Mali dans le but de contribuer à leur prise en charge. Ce geste rentre dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le point avec Fantama Magnetao. Conscient de l'importance du mois de la solidarité, El Hadj Souleymane Sako, ressortissant de la Guinée-Conakry, apporte un soutien financier aux pupilles de la nation d'un montant de 20 millions de francs CFA, destinés à soulager à leurs besoins immédiats. Amadou Sako, représentant du donateur. Le donateur qui a réfléchi, il a pensé qu'il fallait apporter une aide aux enfants qui souffrent de ces attaques terroristes qui frappent durement le Mali depuis un bon moment. Nous appelons toute la bonne volonté de venir en aide de ces enfants. Nous sommes Guinéens, nous suivons des activités au Mali. La souffrance des familles, des enfants, tous ceux qui ont un peu de moyens n'ont qu'à venir en leur aide. Les bénéficiaires se réjouissent de cette donation qui a un sens particulier pour eux. Khadijatou Sankaré, pupille de la nation. Franchement, je suis très heureuse par rapport à ça. Pensez juste aux pupilles, ça c'est une très bonne chose pour nous. On leur souhaite vraiment le meilleur. Onesisi Odile Dako, directrice de l'Office national des pupilles du Mali. Monsieur Sako, en posant cet acte de générosité à l'endroit de nos enfants, nos pupilles, vous nous rappelez que les frontières ne peuvent diviser les cœurs unis par la solidarité et la compassion. Au nom de l'ensemble de l'équipe de l'ONAPUMA, au nom des familles ici présentes, surtout au nom des enfants les pupilles, je vous dis merci. À noter que la plupart des bénéficiaires de cette donation est constituée de nouveaux pupilles adoptés en Conseil des ministres de ce mercredi 8 octobre 2025. Radio Mali à Ségou et environ 96.8 MHz en FM. Le ministère de la Refondation de l'État vient de tenir à Ségou une session de restitution et de mise à disposition du document de cadre stratégique de la refondation aux personnes déplacées internes de Ségou. Il s'agit de recueillir également les préoccupations de ces déplacés sur le contenu du document. Reportage Honoré Chenou et Bassi Traoré. Le rapport annuel 2024 du cadre stratégique de la refondation de l'État est ainsi mis à la disposition des déplacés internes de Ségou. Cette restitution permet de recueillir les avis et suggestions de ces déplacés internes sur l'état de mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de 2021. Souri Ousmane Keïta, conseiller technique au ministère de la refondation de l'État. Leur implication fait suite à un principe de la mise en œuvre du cadre stratégique de la refondation de l'État qui est un principe de redevabilité des autorités vis-à-vis des populations. Et les déplacés internes font partie de cette population-là. Donc c'est pour marquer en réalité d'abord la solidarité de l'État envers ses déplacés internes et également dire qu'aucun citoyen malien n'est oublié, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, dans la mise en œuvre de ces recommandations. Des communications sont faites sur le document du cadre stratégique de la refondation de l'État et le rapport annuel de mise en œuvre. C'est là pour une prise en compte des préoccupations des déplacés internes de Ségou. Mariam Wallet Altnata, participante. Aujourd'hui, on nous a fait venir pour qu'on puisse comprendre ce que c'est la refondation et que nous, on peut aussi amener notre contribution au niveau de cette refondation. Ça a été un grand plaisir pour nous, les déplacés. Yamadou Keïta, conseiller au gouvernorat de Ségou. Cette cérémonie marque une fois de plus la volonté inébranlable des plus hautes autorités de notre pays à traduire en actions concrètes et exécutoires les recommandations issues des Assises nationales de la refondation. Une centaine de personnes déplacées internes prennent part à cette session d'appropriation et de restitution du cadre stratégique de la refondation de l'État à Ségou. Honoré Tchéné Bassi Traoré pour l'ORTM.
Les nouvelles à l'international en Côte d'Ivoire, c'est le top départ de la campagne électorale à la présidentielle. Se tient le samedi 25 octobre. Avant cela, pendant 2 semaines, les 5 candidats retenus par le Conseil constitutionnel vont tenter de convaincre les électeurs. Et pendant ce temps, au Cameroun, la campagne pour la présidentielle est entrée dans sa dernière ligne droite. Ils seront officiellement 12 à s'affronter dans un scrutin au cours duquel Paul Biya, le chef de l'État sortant aujourd'hui âgé de 92 ans, va briguer un 8e mandat après 43 années passées au pouvoir. En Ouganda, la campagne présidentielle de janvier tourne déjà à une course à l'argent. 6 des 8 candidats à l'élection se disent à court de fonds faute de financement suffisant. L'État a bien débloqué une aide publique pour les partis représentés au Parlement, une première depuis 2011, mais le principal parti d'opposition, celui de Bobi Wine, a été exclu pour avoir refusé d'adhérer à un forum jugé trop proche du pouvoir. Une situation qui creuse encore l'écart avec le président sortant au pouvoir depuis près de 40 ans. Plusieurs rassemblements ont eu lieu hier dans les grandes villes de Madagascar à l'appel d'un mouvement né il y a 2 semaines pour protester contre le pouvoir. Environ 1 million de personnes sont descendues dans les rues à Antananarive et quelques centaines à Tuléar. Les internes en médecine ont massivement répondu à un appel à la grève générale dans toutes les grandes villes du pays. Salaires dérisoires, manque de matériel et de reconnaissance. Ils doivent composer avec des conditions de travail très difficiles et aspirent pour beaucoup d'entre eux à exercer à l'étranger. Mali Actualité, il est 13h passé de 16 minutes. Retour à l'actualité nationale. La première édition du festival Nyanankoulou Koro a donné son coup d'envoi dans la capitale du Méguéton. Le thème retenu est la culture, facteur de la cohésion sociale et le vivre ensemble. Objectif, promouvoir et valoriser les sites touristiques. Le festival se donne également comme combat informer et sensibiliser la jeunesse de Koulikoro sur la consommation et les méfaits de la drogue. Reportage Ousmane Kouita et Salif Maïga. C'est officiellement lancé la première édition du festival Nyanankoulou Koro. C'est une initiative de l'association des artistes de Koulikoro. L'événement se veut un cadre de promotion d'artistes locaux et de valorisation de la culture de la 2e région. C'est Goussala Diakté dit Flaterkoul, initiateur du festival Nyanankoulou Koro. Le festival culturel Nyanankoulou Koro est une manifestation culturelle qui vise à promouvoir le développement culturel dans la région de Koulikoro. C'est une véritable tribune de plaidoyer pour plus d'engagement des pouvoirs publics en faveur de la restauration des sites culturels de la région de Koulikoro. Le festival Nyanankoulou Koro est également une tribune de plaidoyer auprès de nos autorités pour plus d'engagement en faveur de la lutte contre la consommation des stupéfiants, un phénomène qui préoccupe la population de Koulikoro. Alassane Traoré, représentant le parrain du festival Nyanankoulou Koro. Nous sommes dit que l'année 2025 a été décrétée par la plus haute autorité, une année de la culture. Donc c'est ce qui nous a motivés à vraiment accompagner ce festival. Du 7 au 12 octobre, plusieurs activités seront au menu de ce festival, telles que des visites de sites touristiques, des manifestations folkloriques, des conférences débat sur les méfaits de la consommation de la drogue. Il est aussi prévu des prestations artistiques. Koulikoro, Sankouita, Salmouega pour la RTM. Et ainsi s'ouvre la page sport. Tournoi UFOA. Hier, la Mauritanie s'est imposée face à la Sierra Leone 2-1 pour son 2e match et marque ses 3 premiers points. Le Sénégal et la Guinée ont fait match nul 1-1 dans l'autre rencontre de ce groupe B. Éliminatoire Coupe du Monde Zone Afrique, la 9e et avant-dernière journée prendra fin ce vendredi avec 9 rencontres. Des rencontres au cours desquelles certaines nations pourront se qualifier. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chinou. Football. La 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 prend fin aujourd'hui avec 9 rencontres. Il y aura donc Gambie, Gabon, Seychelles, Côte d'Ivoire, Soudan du Sud, Sénégal, Soudan, Mauritanie, Togo, RD Congo, Lesotho, Nigeria, Rwanda, Bénin, Sao Tomé et Principe, Tunisie et Zimbabwe, Afrique du Sud. Il faut noter que le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la RD Congo peuvent se qualifier ou se rapprocher davantage de la qualification. Il faut déjà noter que le Rwanda se rapproche des 4 places qualificatives pour les barrages. Les Grands ont battu le Botswana hier jeudi 1-0. Le Rwanda désormais avec 18 points se détache du Mozambique battu par la Guinée. 12 ans après, l'Algérie retrouve la Coupe du Monde.
En s'imposant logiquement 3-0 face à la Somalie, les Fennecs ont assuré leur qualification pour le Mondial 2026. Coup de théâtre à l'occasion de cette 9e et avant-dernière journée des qualifications de la Coupe du Monde zone Afrique, un match a été annulé hier suite à un mouvement de protestation d'un joueur. Prévu à Bingu National Stadium de Lilongwe, le match entre le Malawi et la Guinée équatoriale n'a pu avoir lieu. L'information a été annoncée à quelques heures du coup d'envoi par la Fédération malawite de football. Le groupe I des éliminatoires de cette Coupe du Monde 2026 qui nous concerne a livré une grande partie de son verdict mercredi. Le Ghana a officieusement validé son billet pour l'Amérique du Nord, suivi par Madagascar qui a éliminé les Comores et le Mali. Sont qualifiés pour le moment le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et l'Algérie. Tournoi IFOA à des moins de 17 ans au Mali. Pas de match aujourd'hui. La compétition reprend demain avec la 3e journée. Le Mali affrontera la Gambie au stade de Modou Konaté. Les protégés de Mamadou Demba Traoré pour se qualifier devront éviter une défaite. Le Mali est en tête du groupe avec 4 points plus 6, suivi de la Guinée-Bissau 4 points plus 2. Cette dernière affrontera le Libéria au stade Wenzen Koulibaly. Les deux rencontres se joueront à la même heure, c'est-à-dire à 16h. Il faut rappeler que la Gambie est en embuscade derrière le Mali et la Guinée-Bissau avec 3 points. Elle a besoin obligatoirement de victoire pour se qualifier. Hier, au compte de la 2e journée, dans l'autre groupe, la Mauritanie a battu la Sierra Leone par 2-1 et la Guinée a fait match nul avec le Sénégal, 1 but partout. Et c'est la fin de ce journal que Barakissa Ouattara a eu le plaisir de vous présenter. Il a été réalisé et coordonné par Bourama Traoré. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré. Vous pouvez retrouver cette édition sur nos plateformes digitales. À la mise en ligne, Sekou Traoré et Ramata Dolo. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Soumela Berté. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fousseini Diarra et Adama Koulibaly. Bonne suite de programme.